Donc effectivement, nous avons commencé à amorcer un petit peu ce débat en parlant de la cuisine japonaise tout à l'heure. Hier, on a eu un débat déjà autour du Japon. On a vu à quel point c'était un pays fascinant, mais qui n'est pas toujours facile à appréhender. On va le faire cette fois-ci par le biais du voyage, de la photo et des récits. En commençant par vous, Florence Archimbaud, puisque avec Sylvie Massard, vous êtes partie marcher dans un endroit improbable. Moi, j'ai vu des images. Quelquefois, on a peur pour vous. Parfois, on est émerveillé pour vous. On se dit, qu'est-ce qu'elles ont eu de la chance. Racontez-nous ce que vous avez fait. Alors effectivement, je confirme, nous avons de la chance. En fait, notre dernier voyage au Japon, on en a fait plusieurs. Ouais. Je parlais du dernier peut-être sur Hokkaido, qui est l'île la plus au nord du Japon. Et on a décidé de faire le tour de l'île à vélo en hiver. Drôle d'idée, vous me direz. En hiver, pourquoi ? Parce que c'était une expérience qu'on n'avait pas encore à notre actif, alors qu'on avait fait un tour du monde à vélo avant. Et on a voulu aller voir la danse nuptiale des grues du Japon, les tancho. C'est absolument magnifique. Elles sont sur Hokkaido et elles dansent en hiver. Donc, voilà. Donc il faut être là quand ces dames dansent. Exactement. Alors on n'est pas obligé d'y aller à vélo, bien sûr, mais comme on est plutôt sur des voyages engagés physiquement, c'était notre moyen de locomotion. Alors c'est une île très, très grande. C'est une île assez grande. Faites-la vivre pour nous, là. C'est la deuxième île plus grande, en fait, après Honshu, qui est l'île principale du Japon. Donc Hokkaido, c'est la deuxième île la plus grande. La plus au nord, comme je le disais, c'est la dernière, le Cap Soya, qui est vraiment le bout du Japon, est à 40-50 km des îles Sakhalines. Donc on est très très proche de la Sibérie. Effectivement. Est-ce que vous avez rencontré des Japonais ? Oui. Oui. Des Japonaises ? Alors oui, des Japonaises aussi. En fait, les gens étaient tellement surpris de nous voir là, à cette époque, avec des vélos. Ils ont d'ailleurs essayé de nous décourager avant qu'on parte. Même les Japonais qu'on connaît de France nous ont dit, mais Hokkaido à vélo en hiver, non. Très dangereux, pas bonne idée. Mais en fait, on a persévéré. Et sur place, c'est vrai que les gens ont été très étonnés et du coup, très charmants. Vous partiez avec des points d'avance quand ils vous voyaient. Si elles sont venues jusque-là, on va bien les recevoir. Exactement, c'est des points d'avance. Le climat est difficile, la météo est très changeante et ils ont été très prudents en fait et ils nous ont essayé de nous prévenir moindre changement. On a eu 2 tempêtes et ils étaient là pour nous dire attention, là ne partez pas. Et on a été hébergés 3 jours en fait pour la petite histoire dans un centre de pompiers, dans un hameau perdu parce que là il y avait tempête, on ne pouvait vraiment plus pédaler, c'était impossible et on a été nourris comme des petits oisillons par des femmes du village, du hameau qui sont venues pendant 3 jours se relayer, nous nourrir le matin, le midi, le soir. C'était fantastique. Comment se déplacent les pompiers ? Là-bas, ils ont des voitures rouges ? On les a pas vus circuler en fait. Ouais. Mais ils sont habillés comment ? À quoi est-ce qu'on reconnaît qu'ils sont pompiers ? Bonne question. Vous vous souvenez peut-être pas. On n'a pas croisé en fait. Ah oui. On était juste dans Ils nous ont prêté le centre. le lieu. Alors dans la pièce dans laquelle on est resté 3 jours, il y avait les portraits des pompiers, portraits classiques sans forcément l'uniforme. Mais nous on les a pas vus du tout en fait. On a vu juste des femmes qui sont venues s'occuper de nous. Voilà. Spontanément comme ça ? Oui, en fait, on a vu un contact avec... pour se retrouver dans ce centre-là, on a vu un contact. On s'est réfugiés, en fait, dans un petit restaurant de ramen. Vous avez peut-être dû en parler avec la précédente intervenante. Non, on n'en a pas parlé. Des non, ramen, non. ce sont les nouilles. Et sur Hokkaido, ils ont une spécialité donc, de nouilles. De soupe de nouilles et on est rentré dans ce restaurant pour nous réfugier et on a essayé de communiquer avec cette femme qui tenait le restaurant, qui nous a offert bien sûr un repas tout de suite et c'est elle qui a prévenu, qui a essayé de trouver cet endroit-là pour qu'on reste 3 jours en sécurité dans ce hameau. Donc, et à partir de là, elle a prévenu sûrement d'autres personnes comme quoi il y avait deux espèces de folles avec des vélos réfugiés dans leur hameau et qu'il fallait les nourrir. Vous y êtes resté combien de temps ? 3 jours. 3 jours. 3 jours, le temps que la météo s'améliore. Et en tout, vous êtes resté combien de temps sur 6 l'île ? semaines. 6 semaines. 6 semaines. Et vous viviez où quand vous n'étiez pas dans la caserne des pompiers ? En fait, notre parcours représentait la forme de la grue en origami, l'origami que tous les petits Japonais apprennent dès l'enfance. Et l'île en elle-même, si on regarde sur une carte, l'île d'Hokkaido a déjà la forme d'un oiseau. La pointe forme une aile et on s'est dit
pourquoi pas, puisqu'on allait voir ces oiseaux, on était dans la symbolique vraiment, et notre parcours donc a repris la forme de l'origami. Et donc quand c'était possible, notre objectif était de dessiner cette forme avec nos vélos, cette forme de l'origami. Donc ça correspond à peu près à 2000 km, ce qui n'est pas beaucoup, hein, à peu près 2000 km à vélo. Et quand vous dites que c'est dangereux, c'est à cause de la force des tempêtes ? À cause de la météo. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a le blizzard qui peut surprendre à tout moment. Ils restent en fait sur un accident qui s'est passé il y a quelques années, assez dramatique. Pauvres, on va dire qu'ils ont l'habitude des accidents. Ils ont l'habitude des accidents. C'est la météo, les tout accidents. À fait. C'est pour ça qu'ils ne comprennent pas tellement c'est... pourquoi on se met en danger un petit peu volontairement, parce qu'ils subissent déjà naturellement de nombreuses catastrophes. Donc nous, on les comprend, hein. Bien sûr, on comprend qu'ils ne nous comprennent pas dans notre démarche. Et il y a quelques années, il y a une famille qui a péri en fait sur Hokkaido, alors que les gens n'étaient pas forcément très loin d'une ville, mais ils ont paniqué, ils ont chauffé la voiture, et la voiture a été ensevelie très rapidement par la neige en fait. Donc ils restent un petit peu ils sont un petit peu traumatisés par ce genre d'histoire, et c'est pourquoi ils sont très prudents, ils font très attention. Nous, on n'est pas allé jusqu'à ces extrêmes-là, mais c'est vrai que les tempêtes peuvent être assez terribles en fait. De quoi vivent-ils ? Et puis j'imagine c'est comme alors là pour le coup tous les Iliens du monde, c'est-à-dire que c'est un peu un circuit fermé. On dit Iliens, d'ailleurs, je sais pas, les habitants des îles, comment ça s'appelle ? Des Iliens, des habitants des îles. Non, mais de toute façon, oui, parce qu'il y a quand même, c'est quand même un type de vie très particulier. Oui, mais bon, l'île est quand même reliée à Honshu, au nord de l'île principale. Hein. Il n'y a pas beaucoup de distance entre les deux. Après, ils vivent de la pêche. Encore, ils vivent un petit peu du tourisme, mais c'est essentiellement de la pêche. Il y a peu Quel d'habitants. genre de pêche ? Non, mais ils vont pêcher. C'est pas de la pêche industrielle, évidemment. Non. Et puis ils ont une spécialité qui est le crabe, en fait, le crabe d'Hokkaido, dont on a eu la joie de goûter, offert aussi, parce qu'ils sont très généreux, en fait. Et on a eu la chance aussi d'être invité par un monsieur. Ça, c'est une histoire extraordinaire aussi. J'ai peut-être pas trop le temps de la raconter, mais qui était un entraîneur de foot, quelque chose d'improbable, et qui a vaguement entendu notre histoire, comme quoi on faisait le tour de l'île. Et il nous a dit demain, vous ne dormirez pas dehors sous votre tente. Demain, vous allez dormir à l'hôtel. Vous allez manger au restaurant. Et parce que il allait aussi à la même ville que nous, en fait, le lendemain. Et ce monsieur nous a invités, effectivement, nous a offert un repas. Pas gastronomique, mais presque tout ce qu'il y avait, toutes les spécialités d'Hokkaido, dont le fromage d'Hokkaido. Alors c'est quoi très le peu fromage ? connu. Ah oui. Ça ressemble un peu à un fromage hollandais, donc pas trop de goût. Mais le Hokkaido, c'est la production laitière du Japon. Donc ça, c'est des choses peu connues. Hein. On a toujours des images du Japon très très préconçues, et on n'imagine pas qu'il y a des fermes ou des vaches. Et oui, il y a des très grandes fermes en fait sur Hokkaido. Les vaches ne sont pas forcément dans l'herbe, hein, elles sont en stabulation, mais ils ont une production laitière et une petite spécialité ils sont fiers de leur fromage. Mais ils le mangent quand comment ? on est français. Ils le mangent comment, leur fromage ? Ils le mangent avec quelque chose qui accompagne ou Ils le mangent ils le mangent comme ça. Et à la fin du repas ? Oui, ou plutôt comme à la fin du repas. Ouais. Mais bon, rien à voir avec la variété qu'on a chez nous, bien sûr, et absolument rien à voir. Est-ce que vous auriez envie d'y retourner peut-être à une saison plus calme ? Plus clémente, comme ils nous ont proposé, parce qu'ils nous ont dit mais non, à Hokkaido, venez en automne, voir les couleurs de l'automne, ou au printemps, mais pas en hiver. Oui, je pense que l'automne doit être une très très belle saison, avec la couleur dans les forêts sur Hokkaido. C'est sûrement pas forcément un projet pour nous d'aller sur Hokkaido, mais de retourner au Japon probablement. Et où ça ? Vous savez pas encore ? Si, parce qu'on a retourné faire le pèlerinage de Shikoku, on l'a déjà fait, ce pèlerinage bouddhiste sur l'île de Shikoku, et sur un autre pèlerinage encore moins connu qui s'appelle le Kumano-Kodo, qui est sur Honshu, autour de Kyoto. Très peu connu, qu'on a déjà pratiqué aussi et qu'on voudrait refaire et peut-être faire un livre et un film là-dessus. Vous allez vous transformer en japonaise. Un matin, vous allez vous regarder dans la glace, vous ne vous reconnaîtrez plus. Être tatamisé, non, je ne pense pas. Mais si vous étiez, j'ai lu, je crois, dans une interview que vous avez donnée, vous disiez si j'étais un pays, je serais le Japon. Ah, c'est vrai, vous êtes bien renseigné.
effectivement, je l'ai dit il n'y a pas très longtemps, au Festival de Dijon, les écrans de l'aventure. Ouais, oui, j'ai choisi le Japon parce que c'est un pays qui m'a toujours attiré, peut-être par ma pratique et ma profession, parce que je suis prof de karaté. Et je pense que mon imaginaire a beaucoup travaillé étant petite. Voilà, j'ai toujours rêvé en voyant des images du Japon, en me disant un jour j'irai, si je dois voyager, un jour j'irai au Japon. J'étais persuadée que j'allais y aller. Et j'ai eu cette chance d'y retourner. Et je pense que j'y retournerai parce que j'aime la culture, j'aime l'ambiance, j'aime l'état d'esprit. L'état d'esprit, c'est pas la panacée. La culture japonaise la société japonaise est une société difficile, hein, mais en tout cas en tant que voyageur, c'est très plaisant. On est bien accueillis visiblement. On est bien accueillis. On est en sécurité, on se sent en sécurité. Et oui, c'est vraiment un pays plaisant. Bien, en tout cas, vous nous faites passer votre enthousiasme. Laurent Jeannin, j'imagine que vous allez faire la même chose, puisque vous êtes parti faire un périple à travers le Japon, mais cette fois-ci, appareil, non pas à vélo, je pense, hein, mais appareil photo à la main. Oui, et le carnet de notes qui va avec, bien sûr. Les croquis Non, pas de croquis du tout. Pour moi, c'est l'appareil photo qui est le carnet de croquis. Je prends toujours des mais alors les notes, vous prenez les notes pour accompagner les photos, pour savoir à quoi ça correspond? Non. Pour moi, les images et le texte sont en résonance. Il ne s'agit pas de commenter l'un par l'autre. Donc pas à vélo, moi, mais en utilisant les transports en commun. Vous étiez où? Vous étiez dans Je suis resté principalement sur l'île d'Honshu. Donc l'île principale où vous avez la capitale, Tokyo. Donc c'est le périple normal ou évident, c'est celui qui va de Tokyo jusqu'à Hiroshima. J'ai été aussi en milieu rural. Et ce qui m'intéresse, d'une manière générale, c'est le rapport de la personne par rapport à la société dans laquelle elle vit, comment s'articule. Et je dis la personne et pas l'individu, parce que le Japon n'est pas une société de l'individu. Le collectif est très prégnant. Donc il y a une altérité par rapport à nos sociétés occidentales. Et c'est ça qui m'intéressait de découvrir. C'est vrai que quand on considère l'histoire du Japon, l'adversité à laquelle il doit faire face régulièrement. Mon livre s'intitule Typhoon is Coming. C'est une phrase que j'ai entendue maintes fois. Donc je suis resté 1 mois là-bas et j'ai eu 3 typhons quand même. Et 3 typhons, ce ne sont pas de simples coups de vent. Il faut imaginer des vents de 200 km/h, les bouches du métro de Tokyo submergées. Et pendant le temps que le typhon passe, tout le monde est aux abris. Et c'est intéressant de voir la plasticité de la société japonaise, comment les gens s'organisent, qu'il s'agisse d'un tremblement de terre. Je n'ai pas vécu de tremblement de terre, mais je veux dire, c'est du même ordre. Non, mais quand c'est détruit, on reconstruit. Je ne dis pas comme si de rien n'était, c'est facile à dire de l'extérieur, mais enfin, il y a un mouvement comme ça naturel presque. Tout à fait. Je me suis rendu à Kobe. Si vous vous souvenez, en 1995, il y a eu un tremblement de terre terrible. On avait vu les images télévisées où la ville était à genoux, par terre complètement. Et là, je me suis rendu, j'ai vu à peine quelques traces de ce séisme. Tout a été reconstruit, j'allais dire, moins de 20 ans après. C'est une sacrée performance. Donc il y a une résilience dans la société japonaise qui est intéressante. Et au-delà de ça, ce qui m'intéressait, c'est le rapport des Japonais par rapport à leur histoire, par rapport au passé. Dans nos sociétés occidentales, on fonctionne plutôt par substitution. Je vais prendre un exemple tout simple. Une fois, fréquemment, j'allais prendre mes repas dans un restaurant et au moment de payer l'addition, la caissière, qui devait avoir une bonne trentaine d'années, utilise un boulier pour calculer l'addition. Et moi, ça fait bien longtemps que je n'ai pas utilisé de boulier, moi jusqu'à la maternelle, donc je ne comprenais pas quel était le montant que je devais. Et on n'a aucun langage commun. Donc elle ouvre son tiroir, elle sort une calculatrice, elle tape le montant, elle me le montre avec un grand sourire. Chez nous, les bouliers, ce sont des appareils qu'on trouve dans les vides-greniers, dans les brocantes, mais pas dans un usage quotidien. Et surtout, elle s'est mise aussi à votre place, quoi. Tout à fait. Mais on a bizarrement, les Japonais parlent très peu l'anglais. Les plus jeunes peut-être, mais encore.
Et alors qu'on imagine que c'est une société très exportatrice, les mangas, les jeux vidéo, les voitures, les Toyota et compagnie, Mazda, c'est assez impressionnant. Et on se dit, mais c'est vraiment... l'isolement n'est pas qu'insulaire, il est aussi culturel. Et c'est vraiment intéressant c'est aussi une protection pour eux. Il faut, par exemple, que l'immigration est à zéro là-bas. Vous avez peut-être quelques Coréens, mais pas d'immigration d'autres pays du monde. Alors, j'ai l'impression que nos sociétés ont fait des choix différents. C'est une population vieillissante, le Japon, on le sait, mais comme la France ou enfin l'Europe. Les sociétés occidentales ont plutôt fait le choix, et à titre humaniste ou peu importe le motif, mais d'une immigration de pays à l'intérieur même de l'Europe. On a vu du Portugal, d'Italie et puis après d'Afrique. Voilà. Au Japon, le choix technologique. Complètement, le pays est robotisé depuis bien longtemps. J'ai visité une usine de montage automobiles Mazda. La chaîne de montage fait 5 km de long. Vous avez les intrants qui arrivent au début. À la fin, vous avez la voiture qui est prête à rouler. C'est assez impressionnant. Voilà. Donc ça explique peut-être pourquoi les Japonais, au niveau technologique, sont plus en avance. Vous avez dit insulaire, je pense que c'est le terme que je cherchais tout à l'heure, en fait. Oui. C'est tout simplement ça. Je n'ai pas dit pour vous. Non, mais tout à coup, je me dis, mais évidemment, ça, on dit insulaire. Quand vous voyez débarquer avec... est-ce que l'appareil photo peut marquer, justement, je ne sais pas, une méfiance, une distance, où il se laissait faire tranquillement, ou bien vous étiez tellement discret qu'on ne vous voyait pas? En général, je prends les photos à la volée, donc en fait, je ne prends pas en photo les gens, mais les situations qui sont pour moi signifiantes. Donc pas de paysage? Très peu. Et les situations? C'est-à-dire, mais c'est quoi une situation? Par exemple, des gens qui attendent le train, il faut voir la rectitude des lignes, des files d'attente en attendant que le Shinkansen rentre en gare. Personne ne va essayer de resquiller. Il y a un ordre absolument incroyable. Ils doivent être surpris quand ils viennent en Europe, oui. Particulièrement en France ou en Italie, par exemple. Oui, ça doit être assez... Et de la même façon, alors comme on n'a pas beaucoup de langage commun, il faut être très très observateur si on veut essayer de comprendre un minimum les choses. Et c'est vrai que Tokyo, c'est une mégalopole énorme, et j'ai jamais vu de bouchon. La circulation est fluide. C'est pas Paris, c'est pas le périph' parisien par exemple, ou d'autres villes occidentales. Mais il faut savoir que les gens là, rien que pour traverser une rue, les gens attendent le signal vert, alors que chez nous, j'allais dire par souci de dire je peux gagner du temps, ça gêne personne. On va dire c'est rentable pour moi de gagner du temps. Je vais traverser en dehors des passages protégés. Oh, vous exagérez, je sais pas où vous avez vu ça. Mais là-bas, même s'il n'y a aucune voiture qui passe, ils vont attendre. Ils vont attendre parce que c'est la performance collective qui prime sur la performance individuelle, ou on va dire l'efficacité, plus que la performance. Et quand on n'a pas, parce que quand même, quand on ne parle pas la langue, là aussi, ça peut marquer une distance, mais vous avez l'air de dire que ça ne vous a pas empêché, et ça, vous disiez la même chose tout à l'heure, ça ne vous a pas empêché d'avoir des relations... non. À vous parler un petit peu, vous? Ah oui. Oui, moi aussi 2-3 mots, mais vraiment pas de quoi tenir une conversation. Bonjour, merci. Ouais. Alors, là encore, une expérience peut-être, comme Florence a pu vous en conter une tout à l'heure, de rencontre avec des Japonais. J'étais dans la province de Kyoto, et je savais qu'il y avait une fête de village, la fête du feu. Ça n'a rien à voir avec du folklore, c'est vraiment... les fêtes là-bas impliquent toute la population. Et c'était pluvieux, et je dis je vais y aller bien en avance, donc ça se passait le soir, en soirée, et je dis je vais aller bien en avance pour reconnaître les lieux, pour essayer de sentir un peu ce qui peut se passer. Et le temps était pluvieux, donc je me suis assis dans un café-restaurant, et en attendant comme ça. Et il y avait des jeunes qui étaient à proximité. On parlait aucune langue, ils ne parlaient pas l'anglais du tout. Et ils ont commencé par... c'était 2 couples de jeunes. Alors je voyais une des amies qui me jetait un petit regard comme ça, un peu rieur. Ça commence petit à petit comme ça, comme on avance à petits pas, vous savez. Et parmi les 4 jeunes, il y avait un qui disait quand même quelques mots d'anglais. Et donc on m'a fait comprendre qu'ils aimeraient bien que je vienne chez eux, parce que
le père d'un des jeunes était on ne va pas dire le maire, mais enfin le représentant de la communauté. Et donc on m'a invité, il m'a dit, il m'a fait comprendre qu'il serait très honoré, donc j'ai suivi comme ça. J'étais un peu dans mes petits souliers parce qu'il faut savoir que la société japonaise est très très codifiée. Je veux dire, on va pas se serrer la main, on va pas se faire la bise comme ça. Oui, c'est pas du tout. On peut même, j'imagine, faire des impairs à certains moments. Voilà, donc faut rester très très vigilant. Et donc le jeune qui parlait quelques mots d'anglais, il me disait, enfin en anglais très sommaire, il faut observer et tu fais comme nous. Voilà. Donc se déchausser avant d'entrer, ça pour moi c'est courant dans pas mal de pays. J'ai pas été plus surpris que ça. Mais je suis rentré dans un espace comme une salle de séjour, mais vide de meubles. Il y avait juste une table basse. Il y avait apparemment la maîtresse de maison, donc la maman du jeune qui cuisinait, qui préparait des sushis. Pas un mot, pas un regard vers moi, rien. C'est assez troublant. Ensuite, on m'a invité à m'asseoir, on m'a dit de me servir, voilà, et de boire du saké, des choses comme ça. C'était vraiment hôte de marque en attendant que la cérémonie commence. Et à un moment donné, le père de famille donc, est rentré, donc il y a peut-être une soixantaine d'années, 65 ans, et là tout le monde s'est levé, y compris l'épouse. Et donc je me suis levé, j'observais, mais j'étais vraiment pas très à l'aise, et on s'est incliné à 45 degrés pour montrer son respect envers le chef de famille qui était aussi le représentant légal du village apparemment, et qui était organisateur. Et grâce à lui, j'ai pu avoir une accréditation. Il m'a donné un brassard pour aller me promener partout dans la cérémonie pour prendre les photos, quoi. C'était assez... Mais c'est des belles histoires que vous nous racontez, voilà. Effectivement. Nicolas Joliveau, vous êtes, peintre voyageur ? Carnétiste aujourd'hui maintenant. Carnétiste, bien. Carnétiste, c'est-à-dire que vos dessins, vos croquis figurent dans un carnet, c'est ça ? Voilà, c'est de dessiner et d'écrire au plus près des choses, c'est-à-dire pendant le voyage au maximum. Ouais. Alors vous aussi, vous êtes allé sur une île ? Alors voilà, moi au départ, je suis allé très souvent en Chine, 11 fois, et puis à force d'aller en Chine quand même, j'entendais parler du Japon en Chine. Il y avait une histoire. Et comment ils y en parlent, les Chinois, des Japonais ? Alors c'est souvent à la télévision, le soir, sur CCTV, je ne sais plus combien, parce qu'il y a un tas de chaînes. Et il y a souvent des séries qui se passent il y a une cinquantaine d'années, où il y a le méchant et fourbe japonais et le gentil et chinois. C'est assez manichéen comme truc, mais voilà, je voulais voir, après tous ces séjours en Chine, comment ça se passait de l'autre côté, donc d'y aller pour la première fois, sans rien connaître, puisque j'ai décidé ça 2-3 mois avant de partir, sans avoir jamais rien lu sur le Japon. Donc voilà, je me suis présenté un jour avec mon sac à dos à Osaka, sans avoir rien réservé, comme je fais dans la plupart de mes voyages. Mais en Chine, ça devenait plus facile parce que je commençais à avoir des habitudes. Enfin, je commence à avoir des habitudes en Chine, donc je peux me débrouiller sans réservation, sans rien. Mais là, en arrivant à Osaka, d'abord trouvé un hôtel. J'ai mis du temps parce que j'avais pas trop de moyens non plus. Donc j'ai atterri dans ces fameux hôtels où on a des boîtes. Ah oui, c'est des trucs absolument... Mais il ne faut pas être claustrophobe. Hein. Alors la première nuit, quand on arrive, ça va, parce qu'avec le décalage horaire, l'avion et tout, on est fatigué, et puis pouf. La deuxième nuit, c'est un peu compliqué. Ouais. Oui, parce que le plafond est à combien de... ça fait 1 mètre de haut, ça fait 2 mètres de long et 1 mètre de large. C'est presque cercueil quand même, ça fait bizarre. Mais c'est vitré ? Non, c'est opaque. C'est opaque, il y avait un rideau devant, celle que j'ai connue, et puis c'est un grand dortoir, il y avait 40 boîtes comme ça. Et alors on rentre à 4 pattes ? On rentre par devant, puis après on se tourne. Ah oui, il faut être souple. Et c'est aéré comment ? Comment ? C'est aéré comment ? Par l'allée centrale. Il y a une aération dans l'allée centrale, donc voilà. Bon, donc le choc quand même. Oui, j'étais content déjà d'avoir trouvé un endroit pour dormir. Ouais. Et puis après, j'ai pris le train pour aller à Fukuoka, qui est au nord de l'île de Kyushu. Alors moi, je suis moins frileux plus frileux que Florence. Moi, j'ai choisi l'île la plus au sud, parce que comme j'allais faire du camping sauvage, je me suis dit quand même, j'ai pas envie qu'il gèle.
Alors, je suis arrivé à Fukuoka et puis là, je me suis dit, je vais descendre l'île jusqu'au sud. Ça fait environ 650 km pour y aller. Et puis, je me rendais pas compte, Fukuoka, pour moi, sur la carte, c'est une petite ville. En fait, j'ai mis 2 jours pour sortir de la ville à pied. Je me suis perdu dans les rues, j'ai demandé aux gens qui ne savaient pas comment faire. Donc, j'ai campé dans des endroits un peu étranges. C'est-à-dire entre 2 maisons, un commissariat et la gare. Des endroits qui ne sont pas forcément indiqués. Mais j'ai l'habitude de faire du camping sauvage, donc je fais attention aussi de ne pas m'installer là où ça peut déranger. J'installe ma tente quand la nuit tombe. Je pars dès que le jour se lève. Donc en fait, on ne me voit pas. On me voit pas. Mais est-ce qu'on n'est pas du tout embêté? Hier, je ne sais plus qui, au cours du débat sur le Japon, disait qu'on peut laisser ses affaires, il n'y a pas de vol. Alors là, quelque chose qui m'est arrivé d'extraordinaire, c'est que un soir, je ne sais pas, avec la fatigue un petit peu, au bout de 2 semaines, 3 semaines, je m'étais arrêté au bord d'un Family Mart. C'est des supermarchés où on peut acheter à manger et à boire. Je me suis posé devant le magasin et puis j'ai commencé à écrire mon carnet de voyage quotidien et je suis parti. Et puis 2-3 heures après, je me suis dit, mais il manque quelque chose. On a toujours une espèce d'intuition, quelque chose qui nous rappelle qu'on a fait une bêtise. Et j'avais oublié mon carnet sur le bord avec tout mon matériel à côté. Je ne sais pas pourquoi, j'étais reparti comme ça. Donc j'ai fait tout le retour à pied. J'ai dû mettre encore 2 heures pour revenir. Et quand je suis arrivé, j'ai trouvé mon petit carnet, mon matériel, posé à l'endroit où j'étais. Je l'ai récupéré, je suis reparti. Ce qui est effectivement incroyable, parce que dans d'autres endroits, je pense que les gens l'auraient vu et puis le soit l'aurait emporté ou l'aurait jeté, je sais pas. Oui, ou peut-être même l'aurait apporté éventuellement au commissariat en disant oui, tiens, j'ai trouvé ça, etc. En tout cas, je l'ai retrouvé. Ouais. Alors qu'il y avait du monde qui passait. Et alors, vous êtes tombé amoureux d'un volcan? Amoureux, c'est un bien grand mot. Mais disons que en quittant cette ville de Fukuoka, après, j'ai eu 1 semaine de pluie. Alors, des gens m'ont dit après, mais pourquoi tu es parti en cette saison-là? C'est la saison où il pleut le plus. En fait, moi, j'avais choisi en fonction de mes disponibilités. Et puis, je me dis, je tiendrai quand même. C'est pas la première fois que je campe sous la pluie. Mais au bout d'1 semaine, c'était long. Toute la journée de la pluie, toute la nuit de la pluie. Quand on démonte la tente le matin, elle est trempée, elle est plus lourde dans le sac. C'est assez déprimant. Les jours passaient, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? C'est pas possible de se faire souffrir comme ça sous la pluie. Et j'avais pas de but au départ. Au départ, j'étais allé comme ça pour traverser cette île et puis voir. Il fallait absolument, pour tenir le coup, que je tienne, que j'ai un objectif. Et cet objectif, c'est devenu un volcan, le Mont Azo, qui apparaissait au fur et à mesure que je marchais. C'est un des plus grands volcans du monde. Hein. Oui, la caldeira, qui est le cercle du volcan, c'est une des plus étendues du monde. Elle fait 13 km de large, il me semble, ou 26, je ne sais plus. Et voilà, ce point au loin est devenu mon objectif qui me permettait de ne pas craquer, de ne pas dire je rentre et puis donc de passer ces journées sous la pluie. 1 semaine pour arriver jusqu'en haut du volcan, et quand je suis arrivé, il y a eu un brouillard et je ne l'ai pas vu en fait. Je suis grimpé en haut, j'ai rien vu et je me suis dit c'est pas grave, ça doit être comme ça. L'essentiel pour moi, c'était d'avoir eu ce but, cet objectif, pour pouvoir passer ce cap d'1 semaine de pluie. Et puis après, tout s'est mieux passé puisqu'il a fait meilleur. Et vous l'avez vu quand même? Non. J'ai jamais vu le sommet. Je l'ai toujours vu pendant 1 semaine de loin, comme ça, qui grossissait. Et au moment où j'ai grimpé dessus, il était dans le brouillard et j'ai rien vu. Ça, c'est un signe, ça veut dire qu'il faut y retourner. Oui, ou alors moi je me suis dit tout simplement que l'essentiel c'était d'y être allé. Ouais, c'était pas, peut-être ça aussi. Et vous avez rencontré des gens qui vivent autour? Alors au moment où j'y étais, il y avait eu un tremblement de terre, on en parlait tout à l'heure, malheureusement ça arrive très souvent là-bas. Il y avait eu un tremblement de terre de quelques mois avant, donc les routes étaient coupées pour la plupart, des voies de chemin de fer étaient coupées, les auberges de jeunesse étaient fermées parce qu'il n'y avait plus d'accès pour les touristes. Donc c'est vrai que c'était un petit peu compliqué. Et puis quand on fait de la marche à pied, on passe dans des endroits où finalement il y a peu de maisons, peu de gens. Donc il y a quelques journées où j'ai rencontré personne. Mais
ça fait partie aussi de la marche à pied et du voyage sous cette forme-là. Et quand vous avez rencontré des gens, quel genre de rencontre? Eh ben là, ça a été incroyable. Parce qu'au début, même au bout d'un moment, on se dit, mais ils me fuient, ils ne veulent pas me voir, je leur fais peur. Et en fait, c'est pas ça. Et j'ai compris que ils ne voulaient pas me gêner dans ce que je faisais. D'ailleurs, quand je dessinais dans la rue, alors ça, c'est incroyable parce que pour faire le carnet de voyage, pour écrire et dessiner, généralement, on s'assoit par terre sur une marche d'escalier, puis on dessine la scène qu'on a envie de dessiner, l'endroit. Et c'est le seul pays au monde où les gens ne venaient pas voir ce que je faisais. En Chine, ils sont 12 au bout d'un moment autour de moi. En Afrique, il y a des tas de gens à côté qui restent. Et là, les gens, ils arrivaient sur le trottoir, ils me voyaient, et ils traversaient la rue, ils passaient de l'autre côté, presque en se baissant pour ne pas me gêner pendant que je dessinais. C'est quoi, c'est la discrétion? Je pense que c'est pour ne pas gêner les gens. Donc d'habitude quand je dessine dans la rue c'est un moment de rencontre parce que les gens viennent voir, j'en profite pour les faire poser, pour les dessiner, ça servent de modèle. Et là j'ai eu moins de rencontres grâce au dessin. Mais par contre le peu de gens que j'ai rencontrés avec qui j'ai demandé un service, ils m'ont rendu ce service mais d'une façon incroyable. C'est-à-dire qu'à la fin de cette semaine de pluie, j'ai demandé dans un office de tourisme un endroit pour m'abriter, pour mettre ma tente sous un abri. Et elle m'a emmené, cette dame de l'office de tourisme, dans un village où les Japonais se réunissent, un village de cottage, où les Japonais se réunissent le week-end pour faire la fête entre amis ou en famille. Donc il sert essentiellement que le week-end. Et on m'a installé sous une gloriette, donc j'étais à l'abri de la pluie, c'était bien. C'était le samedi soir. Et puis le lendemain, au moment où j'allais repartir, la dame qui s'occupait de ce village de construction vient me voir et me dit, si vous voulez, on vous laisse une maison ce soir. Parce que les gens, ils repartaient à la ville, donc il y avait des logements qui étaient vides. Donc ils vous laissaient? Alors oui, mais au début, je n'avais pas compris. Au début, je croyais qu'il fallait que je le loue. Je me disais, mais combien ça va me coûter cette histoire? C'était des maisons entières. Et puis, donc j'ai posé la question... parce que je ne savais dire que merci en japonais. Donc pour la discussion, c'était pas facile non plus. J'ai essayé en anglais, on a réussi à peu près à se comprendre. How much? Ah non, 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 non. Et elle me fait le geste, elle parlait pas anglais, elle me donne les clés dans ma main. Et là, j'ai eu toute la nuit une maison entière avec un salon magnifique, un tatami, un écran géant, une cuisine équipée, 6 lits à l'étage et le onsen, les bains chauds. Il était déjà prêt, une grande piscine comme ça, dans laquelle je pouvais me plonger et relâcher un petit peu les muscles. Quelle leçon de vie! Et voilà, et en plus le lendemain je suis reparti, j'ai laissé un mot de remerciement, les clés sur la table, et puis parce que je partais tôt, et puis elle m'avait dit partez quand vous voulez. Et voilà, c'est magnifique, hein. C'est une confiance. Parce une réelle confiance, un sens de l'hospitalité, de la spontanéité incroyable. Dernière question, vous nous parliez tout à l'heure du Japon des Japonais vus par les Chinois, et comment les Chinois sont-ils perçus au Japon? Alors ça, j'ai moins eu le temps de... Ça pour une prochaine fois, il faut vous y retourner. Voilà, je pense que quand je serai allé 11 fois au Japon, je pourrais peut-être commencer à comprendre comment ils perçoivent les Chinois. Ouais. Et vous reviendrez nous en parler. Voilà. Merci beaucoup à tous les trois, merci.